Donc la Chine fait des prêts concessionnels, fait des infrastructures de mauvaise qualité et en plus endette les pays africains. Donc le discours autour des prêts toxiques chinois auxquels seraient rattachés automatiquement des saisies d'actifs, successivement, toute l'année 2018, on a eu ce discours. Donc Rex Tillerson, en visite à Nairobi au Kenya, parle des prêts toxiques. Après, on a le directeur de l'OPIC, donc c'est l'équivalent de notre COFAS, lors d'un voyage de travail à Johannesburg, pareil, prêt toxique chinois. On a la directrice de la CIA, donc là c'est intéressant, Gina Haspel, pareil, en septembre 2018, elle mentionne des prêts toxiques chinois sur le secteur des infrastructures. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Tibor Nadi, pareil, visite à Djibouti, novembre 2018, prêt toxique. Et alors le sommet, John Bolton en décembre 2018, qui ne fait que parler de ça pendant 20 minutes lorsqu'il expose la stratégie américaine à la Fondation Héritage. Donc, tout a commencé. D'où vient ce discours des prêts toxiques et de la diplomatie de la trappe à dette? Donc, tout a commencé, pas en Afrique, tout a commencé au Sri Lanka. Donc, au Sri Lanka, avec la cession en décembre 2017 du port d'Hambantota, donc, à la compagnie chinoise China Merchants, pour 1,1 milliard de dollars, pour une durée de 99 ans. Donc, l'objectif principal pour les Américains et les Occidentaux, parce que la presse britannique et française reprend ce discours, est de faire de l'exemple sri-lankais une jurisprudence. À chaque fois que les Chinois font un prêt, attention, il y a une clause qui peut se saisir de l'infrastructure qu'ils construisent. Et en plus, ils vous ont endetté au passage. Mais lorsqu'on fait une étude plus poussée de ce dossier sri-lankais, on se rend compte que les prêts chinois, donc divisés entre prêts concessionnels à 60%, non concessionnels à 40%, ne comptaient que pour 10% de la dette sri-lankaise en décembre 2017. Dette sri-lankaise qui se montait à 46,6 milliards de dollars. Donc pourquoi dire que c'est la Chine qui a endetté volontairement le Sri Lanka et s'est saisie du port? La majorité de la dette sri-lankaise, c'est des emprunts obligataires internationaux. À partir de 2010, c'est un cas qu'on constate dans tous les pays émergents. Beaucoup de pays se sont tournés, en raison des taux, du faible taux d'emprunt, se sont tournés vers les marchés internationaux et ont emprunté à tout va. Et bien sûr, le cycle, la spirale, on emprunte continuellement pour essayer d'assurer le service de la dette, payer les intérêts. Et le Sri Lanka s'est retrouvé dans un problème classique d'emprunt de plus en plus important sur le service de la dette. Et en décembre 2017, était sur le point de subir une crise de la balance des paiements. Donc la vente de 1,1 milliard a permis de renforcer les réserves en devises. Et beaucoup de ces emprunts obligataires internationaux arrivaient à maturité au Sri Lanka en janvier 2019. Si le Sri Lanka n'a pas fait défaut en 2018, c'est aussi parce qu'il a réussi à renforcer ses réserves en devises et la cession à China Merchants a contribué à cela. Évidemment, ça fait mauvaise image. Mais le gouvernement sri-lankais a dit le contrat du port d'Hambantota, c'est le gouvernement précédent, c'était l'opposition qui l'avait signé. Moi, malheureusement, j'hérite de cette situation et je me vois dans l'obligation de céder pour 99 ans. Donc cet imbroglio peut-il être transposé à plusieurs pays d'Afrique? Là aussi, tout est question d'interprétation de l'information et d'objectifs recherchés. S'il est vrai que les prêts accordés par la Chine en Afrique ont cru de manière spectaculaire entre 2011 et 2018, encore aujourd'hui, ils représentent, je parle d'Afrique subsaharienne, ils représentent que 16% du total de la dette extérieure africaine. Il convient dès lors de préciser trois choses. Qui détient la plus grande part de la dette extérieure du pays en question? La Chine est-elle le plus important créditeur des pays identifiés comme en détresse ou en surendettement? Et la Chine possède-t-elle plus de 50% de leur dette extérieure? Suivant mon analyse, trois pays répondent à ce risque d'endettement auprès des prêts chinois. Djibouti, 77% de la dette extérieure djiboutienne est détenue par les Chinois, 1,9 milliard de dollars. La Zambie, donc là aussi la Zambie, c'est un dossier emblématique parce que travaux d'infrastructures routières et ferroviaires énormes, nombreuses constructions de barrages hydroélectriques sur le Zambèze, construction d'aéroports internationaux, exploitation du cuivre, ça je l'ai mentionné, mais dans le cadre de contrats ressources contre infrastructures. Et la République du Congo, donc Brazzaville. J'ai rarement vu une aussi mauvaise gestion gouvernementale pour savoir... le Congo ne savait même pas combien il devait à la Chine.
Sassou Nguesso a dû se rendre à Pékin à l'été 2018 pour demander bon, finalement, je vous dois combien? Parce que il y a tellement une mauvaise gestion, des affaires publiques au Congo-Brazzaville que le FMI a réussi à parvenir à un accord avec la Chine en juillet 2019. Mais là aussi, le montant total de la dette congolaise est encore aujourd'hui assez flou. On estime la part chinoise à entre 7,3 et 7,4 milliards de dollars. En Zambie, en septembre 2018, il y a eu de nombreuses informations qui sont sorties dans la presse de saisie par la Chine de plusieurs actifs zambiens. Donc deux aéroports, l'aéroport international de Lusaka, l'aéroport de Ndola au nord du pays, la compagnie nationale d'électricité, la ZESCO, et la compagnie nationale radio et télévision, la ZNBC. À partir de septembre, ces rumeurs se multiplient. Au Kenya, cette fois-ci, en décembre 2018, les Chinois vont se saisir du port de Mombasa, parce que le prêt pour la construction de la voie ferrée Nairobi-Mombasa est trop élevé, et il y a une clause dans le contrat qui dirait que le Chinois se saisirait du port de Mombasa en cas de non-remboursement du prêt. Là encore, la partie kenyane a démenti, la partie chinoise a démenti. Même chose en Zambie. Le gouvernement d'Edgar Lungu a démenti, la Chine aussi a démenti. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de saisie. Il y a juste eu une joint venture à ZNBC, où la compagnie privée chinoise StarTimes s'est introduite au capital. Mais la ZESCO est toujours sous contrôle zambien et les aéroports internationaux sont toujours aux mains des autorités zambiennes. Dès lors, alimenter la crainte des opinions publiques, on remarque que selon les agences de presse américaines, britanniques, il y a une forme de duplication des nouvelles. Donc il y a une guerre informationnelle qui est lancée à un certain moment sur un pays, et si ça ne prend pas, bon, le mal est fait, parce que la rumeur est propagée. Tous les gens qui ont été sur le terrain en Afrique savent le poids de la rumeur dans beaucoup de pays. Et essentiellement, pour faire de la Chine un enjeu électoral, donc à chaque alternance, vous êtes trop proche des Chinois, vous vendez notre pays à la Chine. C'est un argument qu'on retrouve de plus en plus lors des élections présidentielles africaines. Donc, mobilisation ces craintes. Parallèlement, les États-Unis ont pris de nouvelles mesures législatives, donc tout au long de l'année 2018. En avril 2018 a été signé le MCC Modernization Act. Donc la MCC, Millennium Challenge Corporation, est une initiative de George W. Bush mise en place en 2004. Elle permet l'octroi de paquets de développement quinquennaux, donc par exemple liés à l'électrification, liés au développement du secteur agricole. Mais on ne pouvait qu'octroyer qu'un seul paquet par pays. À partir de décembre 2018, les Américains peuvent octroyer plusieurs paquets. C'est de l'aide au développement, ce n'est pas des prêts. Ils peuvent octroyer plusieurs paquets sur un seul pays. Par exemple, le Ghana ou le Burkina Faso peut bénéficier à la fois d'un paquet agriculture, d'un paquet électrification, d'un paquet facilitation du commerce. Donc réduction des coûts de transit, travail des douanes auprès des douanes et tout. Deuxième mesure législative qui a fait beaucoup plus de bruit, celle-là, le Build Act. Donc le Build Act a été signé par le président Trump en octobre 2018 et il annonce la création d'une nouvelle banque de développement américaine, capital initial de 60 milliards de dollars. Donc là aussi, la somme de 60 milliards de dollars, c'est une forme de clin d'œil parce que l'enveloppe chinoise pour l'Afrique, Forum Chine-Afrique 2018, 60 milliards de dollars. Forum Chine-Afrique de Johannesburg, décembre 2015, 60 milliards de dollars. Donc les États-Unis ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va mettre comme capital initial? On va remettre 60 milliards de dollars. Différence avec la Chine, cette banque de développement ne prêtera pas au gouvernement. Elle prêtera aux entreprises privées américaines. Pour conclure, ce que je peux vous garantir, c'est que la guerre informationnelle va s'intensifier dans les prochaines années. Avec le retour de Moscou en Afrique, donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont remarqué que le mois prochain se tiendra le premier sommet Russie-Afrique à Sochi. Il reste à voir combien de pays africains s'y rendront, mais je mise sur une quarantaine. 40 sur 54, c'est déjà pas mal. Les crispations vont aller crescendo.
Les pays africains devront jouer au mieux avec tous les acteurs. Plus il y a d'acteurs, plus ils peuvent avoir la main, car ils peuvent mettre en concurrence tous les pays. Ils choisiront la meilleure offre, quoi qu'il arrive. Et la question que je laisse en ouverture, c'est que fera la France dans cette ruée? Je vous remercie.